Nous allons donc démarrer avec cette DRC Day. Monsieur le directeur général de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques de la République du Congo, je pense qu'il est représenté. Monsieur le président du Collège de l'autorité de régulation des postes et télécommunications de la République démocratique du Congo, Monsieur le président de l'autorité de régulation de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le coordonnateur de l'Agence pour le développement du numérique de la République démocratique du Congo, Monsieur le coordonnateur et promoteur du Salon OSIAN, honorables Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, c'est au nom de son Excellence, Monsieur le ministre des Postes et des Communications et du Numérique de la République démocratique du Congo, que nous vous souhaitons la bienvenue au DRC Day de la 9e édition du Salon OSIAN, le Salon international de la technologie et de l'innovation de l'Afrique centrale, une journée qui sera dédiée à la RDC. On va avoir l'opportunité de partager, de mettre en valeur les avancées de l'écosystème numérique en République démocratique du Congo. On va également regarder aux défis et aussi comment est-ce que ces défis sont surmontés ou sont en train d'être surmontés. Il va s'agir donc de partager avec vous ce que la RDC entreprend pour transformer ces défis en opportunités, ce qui est le thème même de cette 9e édition. En lingala, on dirait Bongwana. En République du Congo, chez nous, on rajouterait un petit M devant, on dirait Bongwana. Mais ça veut dire la même chose. Encore une fois, nous adressons nos vives félicitations aux organisateurs de cette 9e édition. Tenir 9 ans, ce n'est pas peu. Monsieur Luc Missi-Dimbazi, bravo à vous, j'aimerais qu'on l'applaudisse, parce que ce n'est pas évident de tenir 9 ans et d'avoir les résultats que nous avons aujourd'hui. C'est donc avec Monsieur Missi-Dimbazi que nous allons démarrer cette journée, mais avant que je ne l'invite, je vais rapidement donner ce que sera le programme de cette journée. On a commencé avec une petite heure de retard, donc on va essayer de gérer ça au mieux pour capitaliser sur tout ce qui a été prévu sur le programme, sans oublier que quelque part au milieu de la journée, nous allons avoir l'ouverture, la cérémonie officielle d'ouverture de ce salon. Donc, on commencera bien entendu par les allocutions, comme j'ai dit tout à l'heure, du promoteur de ce salon, donc qui commencera. Cette allocution sera suivie par le mot d'ouverture du président du Collège de l'autorité de régulation des postes et télécommunications de la République démocratique du Congo. Nous commencerons ensuite une série de keynote speech. On en aura 3 cette matinée. Un tout premier qui donnera l'état des lieux, en fait, de la transformation numérique en République démocratique du Congo. Une deuxième keynote qui sera faite par le régulateur de la République démocratique du Congo et qui partagera avec nous les perspectives d'avenir de l'écosystème au niveau de la République démocratique du Congo. Et enfin, nous terminerons cette première série de keynotes avec un business model sur les data centers privés. Un des responsables d'un des data centers de la République démocratique du Congo nous fera l'honneur de faire cette keynote speech. Je donnerai les détails un peu plus tard. Ensuite interviendra un tout premier panel sur les infrastructures de stockage de données. Gros sujet à l'heure actuelle sur le continent. J'aurai le privilège donc de modérer ce tout premier panel
Je présenterai ceux qui feront partie de ce panel tout à l'heure. Après ce premier panel, nous reviendrons sur quelques keynote speech pour parler premièrement des points d'échange Internet, du déploiement des points d'échange Internet au niveau de la République démocratique du Congo. Le directeur des opérations de l'Association des fournisseurs d'accès Internet en République démocratique du Congo nous fera cette keynote speech qui sera suivie d'un premier, je dirais, success story sur une entreprise qui a commencé comme une start-up et qui est devenue un véritable modèle d'entreprise au jour d'aujourd'hui. Je donnerai les détails un peu plus tard. Ensuite interviendra un deuxième panel, le deuxième de la journée, qui traitera des enjeux de la réglementation et des plateformes numériques au niveau de la République démocratique du Congo, la réglementation qui est un véritable sujet sur tout le continent d'ailleurs. Donc on aura l'opportunité d'avoir 3 experts en la matière et qui donc partageront avec vous ce qui se passe au niveau de la réglementation des plateformes numériques en République démocratique du Congo. Ensuite, nous passerons à la dernière keynote de cette mi-journée qui nous entretiendra sur les transformations d'un établissement. C'est un peu une success story aussi, la transformation d'un établissement public historique en RDC et qui s'est fait dans un esprit start-up. Et vous comprendrez pourquoi. Ensuite, vers 13h30 par là, comme je l'ai dit, nous aurons donc la cérémonie officielle d'ouverture de ce salon Océane avec les autorités de ce pays, mais aussi en présence des autorités d'autres pays. Je pense que ce sera fait dans l'autre salle. Et je me ferai également le plaisir, pendant cette cérémonie, de conduire un panel de haut niveau avec 3 ministres des télécoms. J'aurai le plaisir d'avoir le ministre des télécoms et de l'économie numérique, de la digitalisation de l'administration de la République du Tchad. Nous aurons également le ministre de la transition numérique et digitalisation en République de Côte d'Ivoire. Et enfin, pays hôte, on aura l'immense plaisir d'avoir le ministre des Postes, Télécommunications et Économie numérique de la République du Congo-Brazzaville qui nous accueille. Juste après ce panel, monsieur le coordonnateur de l'agence du numérique, de l'Agence de développement du numérique de la République démocratique du Congo se fera le plaisir de conduire la visite guidée au niveau de l'espace d'exposition de la RDC. Et nous terminerons la journée avec un tout dernier panel qui traitera de la traçabilité des minerais par les technologies digitales disruptives. Vous n'êtes pas sans savoir que la République démocratique du Congo subit une agression. Ce problème a créé une opportunité. Cette agression, c'est principalement à cause des minerais. Ça a créé une opportunité, comme je l'ai dit. Et donc, on va découvrir ensemble ce que donne la traçabilité des minerais en utilisant les technologies numériques disruptives. Nous aurons 3 experts qui donc nous partageront sur cette thématique. On terminera la journée par un dernier keynote speech qui sera fait par le régulateur de la République démocratique du Congo sur les défis cybernétiques face à l'externalisation des données. Le problème de la souveraineté, la vraie souveraineté numérique est un véritable problème. Sommes-nous ou allons-nous véritablement devenir souverains sur nos données? Très très bonne question. Cette dernière keynote pourra traiter de ce sujet-là. Ensuite, on clôturera la journée par un mot de clôture du président du Collège de l'autorité de régulation des postes et télécommunications de la République démocratique du Congo, Monsieur Christian Katende. Donc voilà un peu ce que sera le programme, très lourd, très chargé, mais hyper intéressant. On va devoir militariser le calendrier parce qu'on a perdu un peu de temps pour commencer. Donc sans plus tarder, je me fais le plaisir d'inviter sur ce podium le promoteur donc de ce salon, de cette 9e édition du salon Océane, Monsieur Luc Missidimbazi,
pour son allocution, sous vos applaudissements bien sûr. Monsieur le Président de l'Autorité de régulation des postes et télécommunications de la RDC, Monsieur le coordonnateur de l'Agence de développement de l'économie numérique, Madame la secrétaire générale de l'Association des régulateurs de l'Afrique centrale, Monsieur le directeur général de l'Agence de régulation des communications électroniques des télécommunications de la Côte d'Ivoire, l'Arctique, Monsieur le directeur général de l'ANSUT, Monsieur le directeur général du Fonds du service universel du Burundi, Monsieur le représentant du ministère du Burundi, distingués invités, chers DG, distingués invités en vos rangs et grades respectés, je prends la parole non seulement en tant que promoteur, président du comité d'organisation du salon, mais aussi en tant que conseiller du Premier ministre, chef du gouvernement du Congo-Brazzaville, puisque pour des raisons d'agenda, les autorités, d'autres ne sont pas là. Et pour dire avant tout, et je vais me permettre de le dire, normalement on ne commence pas des propos de cette façon, un grand merci à deux personnes. La première personne, c'est le président de l'autorité de régulation des communications électroniques de l'ARPTC de Kinshasa, M. Christian Katende, avec qui nous avons eu des discussions fructueuses pour sa première participation effective à Osiane, puisque les dernières fois quand vous êtes venus, c'était surtout dans le cadre des réunions des régulateurs. Et très vite, il m'a fait comprendre et convaincu sur la nécessité de transformer ce salon en une autre plateforme que simplement institutionnelle. Et j'ai été très émerveillé. Et il a tenu une promesse que la RDC devait être là. Et la RDC est là. Et je tiens à vous féliciter. J'aimerais qu'on applaudisse pour lui quand même. Merci, Monsieur le Président. Parce que grâce à ce tact, vous venez là de transformer ce salon en une vraie plateforme internationale qui ne va pas se contenter simplement de parler de la technologie, de l'innovation, mais d'une autre dimension, aussi une dimension d'affaires. Et la deuxième personne, c'est le coordonnateur, M. Dominique Mingisha. Avant même d'être coordonnateur, c'était le tout premier, dès qu'on a commencé ce salon, à venir avec des délégations au Congo pour créer cette dynamique internationale du salon. Monsieur Dominique, cher frère, je vous remercie infiniment pour ces actes que vous avez posés et qui permettent de rehausser la qualité de ce salon et de lui donner ce statut international. J'aimerais qu'on applaudisse aussi pour lui. Et pour tous ceux et celles qui ont contribué d'une façon ou d'une autre, toute notre connaissance. Je ne suis pas seul, je pense que le ministre l'aurait dit, le Premier ministre l'aurait dit lui-même, et ils ne seront pas dans le cadre formel de le dire. La RDC pour nous n'est plus un pays frère, c'est là le Congo, nous sommes quasiment le même pays. Et je suis toujours émerveillé quand je vais en RDC de voir quelle qualité de personnes il y a, de contenu il y a, quelle qualité de réalisation il y a. Et je vous assure qu'aujourd'hui, vous recevoir en tant que pays ici, c'est plus qu'un rêve réalisé. Vous pouvez pas vous dire combien, je ne saurais pas dire suffisamment combien nous sommes très honorés. Ce salon, c'est pas que le salon du Congo. Il est né au Congo, il a ce rayonnement sous-régional. Tout à l'heure, le modérateur, M. Mojou, l'a rappelé, c'est 9 ans. C'est 9 ans avec un historique très institutionnel. Nous sommes à la base des techniciens. Quand je dis techniciens, du monde des télécoms. Nous avons eu des problématiques d'interconnexion, des problématiques de cadre institutionnel, de financement. C'est à force de discuter de ces différents projets que nous sommes arrivés à monter tout ce salon qui parle aujourd'hui qui intègre des problématiques tant institutionnelles, gouvernementales que de développement d'entreprises privées et publiques, des startups, des universitaires. Et nous avons aussi l'occasion pendant ces salons de voir toutes les réalisations qui se font dans les différents pays autour de nous. Cette année, la problématique institutionnelle va être abordée largement, mais nous savons aussi que nous avons des grands défis, d'où le thème
transformons nos défis en opportunités. Et j'ai beaucoup apprécié l'introduction du modérateur avec la partie minière, saisir des situations exceptionnelles, profiter de ces défis pour créer des opportunités. C'est ce que nous verrons en fin de journée. Et c'est le but aussi de ce salon, mais aussi de créer des connexions entre différents acteurs privés. Je vois les directeurs généraux des entreprises privées et c'est ça le but de ce salon. Je ne vais pas rester longtemps, je vais clore mon propos en vous remerciant d'être là, en vous souhaitant une très bonne bienvenue, un très bon séjour à Brazzaville. Il a déjà commencé, mais ce serait bien qu'il soit encore meilleur. Et je vous dis de passer un excellent salon. Je vous remercie. Merci beaucoup à Monsieur Luc Missidimbazi, qui est donc le promoteur de cette très belle activité. Une récente publication du monde de la tech a fait ressortir les performances exceptionnelles d'Oziane, et je vais me permettre de le dire parce que Oziane a été classé 3e meilleur salon de la tech en Afrique, 1er en Afrique francophone et également 1er en Afrique centrale. J'aimerais qu'on applaudisse pour Oziane. Bravo. Alors, j'ai eu le privilège, je pense que c'est l'année passée, j'ai eu le privilège d'assister à la 9e session ordinaire de la conférence des régulateurs qui s'est tenue à Kinshasa au mois de novembre. Et j'ai été personnellement témoin de l'excellence des relations, si je peux le dire ainsi, qui existent entre les deux autorités de régulation de nos deux pays, la République du Congo et la République démocratique du Congo, mais surtout de l'excellence des relations entre ces deux dirigeants. Notre prochain intervenant n'est donc autre que le président du collège de l'autorité de régulation des postes et télécommunications de la République démocratique du Congo, qui, je le signale, assume également la présidence de l'Assemblée des régulateurs des télécommunications de l'Afrique centrale, l'ARTAC, qui est également présente dans ce salon. J'invite donc très respectueusement M. Christian Katende à prendre la parole pour son mot de circonstance. Monsieur Luc Missidimbazi, promoteur du salon Oziane, Monsieur le coordonnateur de l'Agence de développement du numérique en RDC, Messieurs les directeurs généraux des organes de régulation, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, je vous adresse à toutes et à tous les salutations les plus chaleureuses du peuple de la République démocratique du Congo, au nom du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La République démocratique du Congo est honorée de bénéficier cette année de cette tribune exceptionnelle qu'est la DRC Day, événement spécial de la 9e édition du Salon international de la tech et de l'innovation en Afrique centrale, Oziane. À cet effet, je tiens à remercier sincèrement toutes les autorités présentes ainsi que tous les délégués qui ont bien voulu se joindre à nous pour cette journée dédiée à notre pays. C'est pour nous une opportunité stratégique, celle de faire rayonner le potentiel numérique de la RDC, de promouvoir nos innovations et de renforcer la coopération entre les acteurs du numérique du continent. J'exprime également une profonde gratitude aux organisateurs du Salon Oziane, en particulier à l'équipe de pratique et à son promoteur, M. Luc Missidimbazi, pour avoir accordé à la RDC cette place de choix et pour leur engagement à faire émerger les talents et les initiatives du numérique africain. Mesdames et messieurs, cette journée est essentielle pour notre pays. Elle nous permet de mettre en lumière l'écosystème technologique de la RDC, de valoriser les talents, les startups, les politiques publiques et les succès congolais dans le domaine du numérique.
Elle constitue aussi une plateforme unique pour nos jeunes entrepreneurs et innovateurs afin de présenter leurs solutions, participer à des échanges de haut niveau, gagner en visibilité et créer des synergies avec des partenaires régionaux et internationaux. Le thème retenu pour OSIAN 2025, Transformons nos défis en opportunités, s'inscrit parfaitement dans la vision de notre président de la République de faire du numérique un moteur d'emploi pour la jeunesse et un levier de transformation structurelle du pays. Notre gouvernement prévoit d'ici 2030 d'investir plus d'1,250 milliard de dollars dans les infrastructures et la transformation numérique, pour faire du numérique le véritable levier de croissance économique et de prospérité indispensable à notre émergence. Nous comptons significativement et positivement faire évoluer notre cadre réglementaire, notre climat des affaires et l'accompagnement des acteurs du numérique en RDC, pour offrir un écosystème plus porteur pour tous les investisseurs désireux de profiter du potentiel de la RDC, hub naturel de l'Afrique, par sa position centrale, son importante population et ses 9 frontières, rationalisant ainsi le trafic numérique du nord vers le sud comme de l'est vers l'ouest de l'Afrique. Tout est encore à faire en RDC, car sa transition numérique, bien que certaine, n'a pas encore achevé sa transformation numérique. Elle a besoin de financement, certes, mais aussi d'initiatives diverses que vous pouvez, vous, acteurs du numérique, lui apporter, venant de l'extérieur comme de l'intérieur de la RDC. Nous vous invitons ainsi à venir en RDC, tenter l'aventure de notre numérique. Les nouvelles technologies sont porteuses d'efficacité. Elles sont indispensables. Elles nous imposent de les adopter pour notre bien, au-delà de ces risques qu'il faut encadrer de toutes les sécurités nécessaires sur les équipements, les infrastructures, les personnes et les données. Dans cet esprit, l'autorité de régulation de la Poste et des télécommunications du Congo, que j'ai l'honneur de présider, en collaboration avec l'Agence de développement du numérique ADN, a œuvré pour assurer une mobilisation d'acteurs du numérique autour de cette édition. Ensemble, nous avons lancé le challenge Startup du bassin du Congo pour identifier et soutenir les jeunes entrepreneurs tech les plus prometteurs. Ceux que vous voyez ici aujourd'hui ont été sélectionnés et entièrement pris en charge pour représenter la RDC au sein de cet événement d'envergure. Je vous invite à suivre avec intérêt les interventions de nos startups, institutions et experts tout au long de cette journée et déclare ainsi ouverte la DRC Day. Vive la coopération numérique africaine, vive l'innovation et vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que M. Christian Katende est donc le président du Collège d'autorité de régulation des postes et télécommunications en République démocratique du Congo. Créé en août 2022 par ordonnance présidentielle, l'Agence de développement du numérique en République démocratique du Congo a joué et continue à jouer un rôle primordial dans la transformation numérique qui avait été voulue par le président de la République démocratique du Congo. Notre premier keynote speech sera donc fait par l'Agence de développement du numérique, qui donc, comme je dis tout à l'heure, va nous faire un état des lieux de ce qu'est ce voyage de la transformation numérique à ce jour. C'est donc avec un énorme plaisir que j'invite son coordonnateur, M. Dominique Migisha, à prendre la parole pour sa keynote, avec vos encouragements bien entendu. Okay. Voilà, c'est bon. Ok. Bien.
Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Dominique Miguicha. J'ai 56 ans. Je travaille certes à la présidence de la République, mais je ne suis pas un politique. J'ai travaillé pendant 30 ans dans le secteur du digital, principalement comme entrepreneur. J'ai donc été start-upper avant l'heure, mais ça fait quand même depuis maintenant 6 ans que j'accompagne un homme extraordinaire qui m'a fait confiance, peut-être par rapport à mon expérience professionnelle, mon sens de l'initiative. C'est son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous comprendrez pourquoi, dans ma présentation, le rôle qu'il a joué dans cette dynamique que nous connaissons aujourd'hui en République démocratique du Congo. Monsieur le Président du Collège de l'Autorité de régulation des postes et télécommunications de la RDC, Monsieur les directeurs généraux des régulateurs, Mesdames et Messieurs les DG, Mesdames et Messieurs en votre titre et qualité, Monsieur l'organisateur du salon Osiane, Monsieur Luc Missidimbazi, cher Luc. En tout cas, c'est vraiment effectivement un moment extraordinaire aujourd'hui. Quand je me remémore ma première traversée, c'est d'ailleurs la première fois que je mettais les pieds ici à Brazzaville, c'était pour le salon Osiane, et puis je suis venu chaque année. Je voudrais vraiment vous remercier pour l'accueil, l'hospitalité dont vous faites preuve à chaque fois, et le point d'orgue aujourd'hui, c'est cette journée spéciale dédiée à notre pays. Et bien sûr, elle n'aurait pas pu se matérialiser sans l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Je voudrais ici adresser les salutations de son Excellence, Monsieur le Ministre des Postes, Télécommunications et Numériques, avec qui nous avons parlé de cette journée qui s'était préparée, mais malheureusement qui a été pris dans d'autres obligations avec un conflit d'agenda. Mais il m'a envoyé un message pour me dire qu'il était de tout cœur avec nous, et donc il est de tout cœur avec vous pour cette journée. Je voudrais également présenter rapidement les personnes avec qui nous sommes venus ici, les institutions. On peut dire qu'on a fait vraiment un carton plein. La présidence est représentée par l'Agence pour le développement du numérique, la primature est représentée, le gouvernement, à travers le ministère, est représenté. Nous avons toutes les structures qui comptent dans le secteur du numérique dans notre pays, l'autorité de régulation des postes et télécommunications, la SCPT, l'équivalent de Congo Télécom chez vous, la SOCOF, Société congolaise de fibre optique, la RSP, c'est une structure qui veille à ce que les entrepreneurs numériques congolais accèdent au marché de la sous-traitance, parce qu'au Congo, la sous-traitance est réservée aux acteurs locaux. Et depuis des années, on se bat pour qu'effectivement, notamment les opérateurs de télécommunications, eh bien, utilisent des entreprises locales pour leurs prestations. Et enfin, la Régie des eaux, qui est finalement un acteur qui n'est pas digital, mais qui est effectivement le bon élève de la transformation digitale de nos institutions. Nous avons également des partenaires qui ont permis à ce que cette journée puisse se tenir. Africell, Lizipa, Huawei, Open Access, Schoolap, Wecom IT, qui sont les principaux partenaires, qui sont d'ailleurs présents sur le pavillon RDC. Et enfin, nous sommes venus avec nos enfants, nos petits frères. Ce sont nos startups. Ils sont là, Bilanga, Excursio, Memobits, Chiart, Moneverse, Curis, Smart Chamba, Keski, Style, Fongin, Motema, Genesis, et on leur souhaite bonne chance parce que le concours est en cours et on espère qu'au moins un d'entre eux décrochera un ticket pour Paris, parce qu'effectivement, c'était un des prix qui va être décerné. Je voudrais dire que, en tant qu'organisateur de la présélection à Kinshasa, on a fait déjà beaucoup de concours. Je crois que le maximum de projets que nous avons réceptionnés, c'est autour de 180. Pour cette édition, c'est vrai que l'organisateur est venu à Kinshasa, il y a eu une conférence de presse, on a fait beaucoup de bruit sur cette activité. Il y a évidemment ce prix, ces 3 tickets pour Paris.
Sans doute que ça a joué. Nous avons eu cette année 296 projets déposés. Donc, ça a été très, très, très difficile de faire le choix. Sans doute qu'il y a des gens qui n'ont pas été retenus, qui ont peut-être des projets qui sont tout aussi valables, même plus valables, parce qu'avec un tel nombre, c'est très compliqué. Je ne sais pas si, ici, c'est 50 startups, n'est-ce pas? Donc voilà, donc c'est déjà très difficile pour vous. Pour nous, ça a été effectivement très compliqué. Ils sont là, et peut-être qu'on peut, ce sont nos jeunes, les applaudir, les encourager, même si on encourage aussi, bien sûr, toutes les startups des autres pays du Gabon, du Congo-Brazzaville et les autres pays participants. Alors, je vais quand même entrer dans le sujet. C'est l'état des lieux sur la situation du Congo. Alors, rapidement, pour savoir où est-ce qu'on est, peut-être qu'il faut effectivement se poser la question, ou plutôt, avant de savoir où est-ce qu'on va, plutôt se poser la question d'où est-ce qu'on vient. Rapidement, ici, c'est pour expliquer un élément important. En 1900, à la fin des années 90, c'est là où le tournant du digital s'opère, partout dans le monde et en Afrique. Il se fait qu'en 97, dans notre pays, on connaît un changement de régime brutal avec une guerre et une succession d'événements. La fin du régime Mobutu, l'arrivée du président Kabila Père, assassiné 4 ans plus tard, beaucoup d'instabilité. Et c'est ça qui a fait qu'on a pratiquement manqué le tournant de la digitalisation parce qu'on était occupé sur d'autres aspects. Ensuite, arrive son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il est élu en décembre 2018 et prend le pouvoir en 2019. Il est porteur d'une vision. Cette vision, elle est très simple. C'est faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. C'est une belle phrase. Les politiques, parfois, ils ont des belles phrases. Mais le président de la République a voulu donner, je dirais, du contenu à cette phrase. Et vous allez voir, au fil de la présentation, de quoi il s'agit. On a commencé par tracer une feuille de route, un plan, parce que notre pays n'en avait pas. Je vous ai dit, on a raté le tournant, on était occupé à stabiliser le pays, on ne pensait pas trop digital. Bien sûr, les opérateurs telco ont pu évoluer malgré tout, mais on n'avait pas l'État qui était vraiment moteur de cette transformation digitale. Cette feuille de route, c'est le plan national du numérique en 2019. Le président avait dit ceci lors de son grand discours sur le numérique en 2019. Il a dit que le trésor public ne financerait pas tout, parce que tout simplement, on n'en a pas les moyens. On ferait appel au secteur privé et on ferait appel aux bailleurs. C'est important, évidemment, pour la suite dans les réalisations qui ont eu lieu. Le plan s'appelle Horizon 2025. On est en mai 2025, donc on est pratiquement dans le bilan. Le bilan, bon, on est en décembre 2025, le rapport qui est sorti tout récemment. Quelques chiffres clés, on avait 69 projets prioritaires dans ce plan. En décembre 2024, 57 projets sont aujourd'hui opérationnels. 14 projets sont terminés en valeur absolue et 25 projets sont amorcés. Alors si on va maintenant dans le détail, ça c'est les projets terminés. Je ne vais pas tous les lister, je vais même en mettre quelques-uns en exergue. L'élaboration de la stratégie nationale de cybersécurité, la création d'une agence nationale de cybersécurité par la loi, la mise en place d'une fiscalité incitative et protective pour le marché congolais du numérique, c'est un peu ce qu'on appelle le Startup Act, même si ça ne porte pas ce nom chez nous, c'est une loi sur l'entrepreneuriat. Le projet 62, c'est la mise en place d'un cadre légal et réglementaire des activités numériques, c'est le Code du numérique promulgué en mars 2023. Nous avons la conception d'un plan d'aménagement global des infrastructures du support du numérique. Ça, c'est IDRC, du ministère des Postes, Télécommunications et Numérique, un plan qui a eu son importance dans un projet dont je vais vous parler un peu plus tard. Et enfin, la création de l'Agence pour le développement du numérique, que aujourd'hui j'ai le privilège et l'honneur de diriger. Donc ça fait partie des projets du plan qui sont aujourd'hui opérationnels. Et ça, ce sont la liste des projets qui sont aujourd'hui, sont des projets terminés. Ça c'est la liste des projets qui sont opérationnels. Alors, ce tableau est intéressant parce que, je vous l'ai dit, quand on arrive en 2018, on est à peu près nulle part. Et on avait fait un benchmark. Le benchmark, c'est quoi? C'est quels sont les pays qui sont réputés avancés dans le numérique en Afrique. On en avait retenu 16. Et on s'était rendu compte que tous ces pays
avait des feuilles de route stratégiques, donc des plans, des agences, des ministères, des ministères dédiés, certains c'était des ministères fusionnés avec les postes télécoms et certains des ministères dédiés, et bien sûr des cadres légaux. En 2019, nous n'avions aucun de ces éléments, aucun. On n'avait pas de plan, on n'avait pas d'agence, on n'avait pas de ministère dédié, c'était toujours le ministère des Postes et Télécommunications, etc., mais qui n'avait pas vraiment le numérique comme fondement, et on n'avait pas de cadre légal. À partir de 2023, nous avons le plan, l'agence, le ministère, la loi du numérique. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que parfois la parole politique, elle n'a pas de contenu. Ici, le chef de l'État a fait en sorte que, sur le plan structurel, nous puissions rejoindre tous ces pays, qui sont des pays de référence dans le domaine du digital. Alors, le Congo-Brazzaville n'est pas là, mais il aurait pu être là avec tous ces oui en vert également, parce que vous disposez de toutes ces structures. Je vous ai parlé du rôle du secteur privé. Le secteur public, le trésor public, c'est tous les projets qui ont été mis en œuvre, des projets institutionnels, stratégie sur la cybersécurité, agence cybersécurité, agence pour le numérique. Le président avait dit, je veux aussi que les privés participent. Les privés ont joué le jeu. Je vais vous montrer quelques exemples. Ça, c'est le data center de Raxio, un data center Tier 3, plus de 30 millions de dollars d'investissement, et surtout la revendication par les actionnaires qu'ils ont fait cet investissement parce que le président a donné la direction. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été inauguré l'année passée. Même chose pour Open Access qui fait d'ailleurs partie de notre délégation. C'est également un investissement de plus de 15 millions de dollars. Bien sûr, le DG va en parler beaucoup mieux que moi, mais ça fait partie des choses qui ont été réalisées sous l'impulsion du chef de l'État. Une autre réalisation, et pas des moindres, Silicon Village, c'est 8000 m² d'espace entrepreneurial pour les nouvelles technologies et la tech. C'est le plus grand espace de ce type en Afrique centrale. Là aussi, c'est plus de 10 millions de dollars d'investissement inauguré l'année passée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et donc, c'est aujourd'hui aussi une réalisation qui est revendiquée comme étant celle venant de la vision du chef de l'État. Nous avons également, sur le plan des infrastructures, accueilli le câble To Africa, qui vient maintenant en redondance par rapport au câble WAX auquel nous sommes connectés. Ce câble connecte également le Congo-Brazzaville. Ça fait partie aussi des dynamiques qui font partie de ce qui est aujourd'hui une réalité pour notre pays. Nous avons d'autres opérateurs privés dans le même secteur, comme Liquid Telecom, qui, comme vous le voyez sur la carte à gauche, eh bien, a fait le pari de relier l'Est à l'Ouest par la fibre optique en traversant la RDC. Sur le pavillon de la RDC, vous verrez qu'il y a sur un des panneaux, on met RDC Pays Solutions, cap vers un hub technologique au cœur de l'Afrique. C'est ça, cette vision, c'est cette vision de pouvoir être effectivement ce lien entre nos 9 pays voisins. La RDC est le seul pays d'Afrique avec 9 pays voisins. Et donc ici, on a Liquid Telecom qui joue le jeu. Vous avez ici une illustration avec le régulateur et le ministre par rapport à cette vision du chef de l'État. Donc les privés font leur part et on s'en réjouit. Parlons maintenant des bailleurs. Il y a beaucoup de bailleurs qui interviennent et nous les en remercions, on les salue. Ici, il y a un grand projet, un énorme projet qui a commencé depuis 2020 en termes de réflexion. C'est parti du plan IDRC, le schéma des infrastructures du ministère, et du plan national du numérique. La Banque mondiale l'a analysé et ils en ont déduit, parce que c'est ça l'essence de ce plan, que le premier pilier, c'était les infrastructures. Et donc, on a travaillé sur un plan. Là, c'est une réunion qui a eu lieu à Washington il y a quelques semaines pour finaliser ce plan qui a été signé, approuvé par le board de la Banque mondiale. C'est 500 millions de dollars qui vont être investis entre 2026 et 2030, 400 millions Banque mondiale et 100 millions Agence française du développement. Bien sûr, c'est 3/4 les infrastructures, il y aura le capital humain, ID numérique, cybersécurité, etc. Un projet donc systémique qui va permettre à notre pays de poursuivre sa marche en avant dans sa digitalisation. Donc là aussi,
C'est le trésor public indirectement, parce que ce n'est pas un don, c'est un prêt, mais c'est avec l'accompagnement des bailleurs, comme l'avait demandé son Excellence, Monsieur le Président de la République. Quelques données rapides pour bien vous montrer les évolutions. Au niveau des abonnés actifs, c'est à peu près 63 millions. Taux de pénétration mobile, 67% en 2025. Regardez d'où on vient, 37 millions, 40%. La couverture réseau 2G, 3G, 4G. Couverture réseau 2G, 3G, 4G. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Tout est en augmentation, tout est au vert. Et ça fait partie de cette dynamique qui est en cours dans notre pays. Même chose pour les données sur l'Internet. 34 millions d'utilisateurs, 30 millions, bien sûr, principalement par la téléphonie, sur le téléphone, sur le smartphone, 30% de taux de pénétration et 30%, 31% au niveau de l'Internet. On vient de 12 millions, 13%, 15%. Donc là aussi, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors, j'aime bien cette phrase. C'est une phrase d'un savant célèbre. Donner l'exemple n'est pas le principal moyen d'influencer les autres, c'est le seul moyen. Alors bien sûr, le chef de l'État s'est approprié cette phrase. De quelle façon? C'est en montrant l'exemple. L'exemple, c'est quoi? Eh bien, c'est la transformation digitale de l'institution présidence de la République. Aujourd'hui, la présidence de la République a mis en place une plateforme avec toute une série d'applications de gestion des visites, des réunions, des ressources humaines, des contenus, des documents, des emails, des visioconférences, etc. Une plateforme souveraine. Une plateforme qui a été développée par des Congolais, pour des Congolais, hébergée chez nous. Parce qu'évidemment, vous pensez bien que les solutions propriétaires, les Microsoft, etc., c'est bien, mais il faut toujours bien sûr penser à la souveraineté et à la sécurité. Pour votre information, les États-Unis, il y a une loi que tout le monde ne connaît pas, qui s'appelle le Cloud Act. Le Cloud Act, c'est quoi? C'est une loi qui autorise le gouvernement américain à demander à toute entreprise américaine qui détient des données de lui transmettre ces données. Et l'entreprise n'a pas d'autre choix que de lui donner. Ça veut dire que le gouvernement, si vous avez un groupe WhatsApp des ministres, comme il y en a dans beaucoup de pays d'Afrique, le gouvernement américain a le droit de demander à Meta, à qui appartient WhatsApp, donnez-moi tous les contenus des échanges de ces ministres. Et Meta n'a pas le choix que de lui donner. Donc la souveraineté, c'est ça. C'est se prémunir contre ça. Et c'est ce que nous avons fait à la présidence de la République. On va chuter avec le deuxième mandat. Vous savez que le président a été réélu brillamment avec 73% en décembre 2023. Et donc il a prêté serment en janvier 2024. Il y a 6 piliers dans son programme pour lequel il a été élu. Donc le peuple l'a élu sur 6 piliers. Et le premier de ces piliers, c'est créer plus d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a des paroles politiques qui parfois ne sont pas suivies des faits. Le chef de l'État n'est pas de cette nature. Donc, s'agissant du numérique, il est extrêmement constant. Je voudrais vous montrer 2 slides. Moi, j'ai été nommé en 2019 conseiller spécial en charge du numérique, et c'est une fonction qui n'existait pas. J'ai été nommé en mars, et en juin 2019, 3 mois plus tard, on était à Vivatech avec une délégation de la RDC. Et je me souviens que le patron de Vivatech, qui a fait sa conférence, c'est un salon international, donc c'est toute la presse mondiale qui est là. En général, on ne parle pas forcément de l'Afrique. Eh bien, dans cette conférence, il a dit, écoutez, je vous annonce que nous avons un pavillon RDC. À l'époque, la RDC, c'était vraiment les femmes violées, la guerre. Malheureusement, ça continue aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était vraiment très prenant. Ebola, notamment, il y avait beaucoup d'épidémies d'Ebola. Et donc, les gens étaient très surpris qu'il y ait des startups dans un pays comme le Congo, qu'il y ait des startups dans un pays avec autant de problèmes. Et donc, c'était ça, cette expérience. Ensuite, nous sommes retournés, et tout ça avec l'accompagnement et l'encouragement du chef de l'État. Alors, parfois, les gens ne comprennent pas le sens de tout cela, l'intérêt de tout cela, l'intérêt de ce genre d'activité, et notamment pour les startups. Et ça me permet de chuter avec une image que vous allez facilement comprendre. On est toujours en 2019, et
On a un jeune start-upper qui a gagné un concours en Suisse, le concours SeedStar, partie EdTech, donc tout ce qui concerne l'éducation. Il s'appelle Pascal Canic. Le chef de l'État l'a reçu. À son retour, il lui a d'ailleurs offert son trophée. Pascal Canic n'a pas pu venir aujourd'hui. Il fait partie de la délégation, son entreprise, parce que c'est cette success story dont les responsables de l'entreprise vont vous parler tout à l'heure. Ils étaient une start-up au Congo. Aujourd'hui, ils sont basés à Dubaï. Ils sont présents dans 6 pays d'Afrique. Ils ont récemment fait une levée de fonds qui valorise leur entreprise à plus de 20 millions de dollars. Et ils n'ont pas tout vendu, c'est qu'une partie, 20 millions de dollars. Et M. Canic m'explique toujours que cette photo qui a fait le tour du monde, ça l'a beaucoup aidé. Parce que le soutien au plus haut niveau, c'est très important. Et ici, à Brazzaville, vous avez un salon qui est soutenu par les autorités. Je suis venu ici à plusieurs reprises, j'ai vu le Premier ministre, j'ai vu les ministres, donc le soutien est là et c'est très important. Dans les startups qui sont ici, certaines vont demain connaître cette même trajectoire. C'est automatique parce qu'il y a un foisonnement de startups. Bien sûr, il y a, je dirais, beaucoup d'appelés et peu d'élus, mais l'important c'est que nous ayons ces locomotives. Et donc je voulais chuter par là pour bien vous montrer finalement que la boucle, elle est bouclée. Elle est bouclée avec la jeunesse congolaise. Et c'est cette dynamique que nous voulons porter au niveau de la RDC, au niveau du Congo-Brazzaville, au niveau du bassin du Congo et au niveau de l'Afrique. Voilà. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Dominique Miguicha, pour avoir peint le tableau de ce qu'est l'écosystème numérique en République démocratique du Congo au jour d'aujourd'hui. Merci pour cette très belle présentation. On a une idée maintenant de ce voyage. Mais le numérique, ce n'est pas possible si l'on ne s'assure pas que sur le plan réglementaire, les choses sont également correctement gérées. La personne qui va intervenir pour le prochain keynote speech va nous donner un peu les perspectives d'avenir de l'écosystème numérique. Il fait partie de l'autorité de régulation des postes et télécommunications en République démocratique du Congo. Il est le directeur des relations internationales. Je me fais donc le plaisir d'inviter Monsieur Joseph Bruno Yuma à prendre la parole sur le sujet des perspectives d'avenir de l'écosystème numérique en République démocratique du Congo. Monsieur Yuma, vous avez la parole sous vos applaudissements et encouragements. Monsieur le Président du Collège de l'Autorité des régulations de la Poste et Télécommunications du Congo, Messieurs les directeurs généraux des autorités de régulation des communications électroniques, Messieurs les DG et les coordonnateurs des agents de développement du numérique, distingués invités. Nous venons de suivre un exposé magistral fait par les coordonnateurs sur l'état des lieux de la transformation numérique. Nous allons poursuivre dans notre exposé, voir comment s'est développé cet écosystème en République démocratique du Congo, qui sont les acteurs que vous retrouvez en République démocratique du Congo dans cet écosystème, à quel niveau la République démocratique du Congo se situe aujourd'hui, quels sont les défis qui restent à relever tant au niveau du cadre légal et réglementaire, au niveau des accompagnements pour booster les opérateurs ainsi que les startups,
comment booster la connectivité et l'utilisation des applications au niveau de la République du Congo. Donc, je vous fais grâce de l'écosystème qui a déjà été présenté par le Cordo. Sur le plan légal, nous avons les différents instruments juridiques qui ont été mis en place et qui ont permis à ce que la République démocratique du Congo puisse décoller dans son envol vers le numérique. Il y a donc, en dehors de la loi sur les télécommunications, vous avez le code du numérique qui a été mis en place et il y a des dispositions qui ont fait à ce que le pays puisse avoir les socles pour pouvoir asseoir toute la stratégie pour développer le numérique en République démocratique du Congo. En dehors de ce code du numérique, nous avons un autre instrument qui est plus important, c'est le Startup Act. Comme vous le savez, on ne peut pas développer le numérique sans pour autant s'appuyer sur les startups, parce que les solutions viennent des startups. Et donc, la République démocratique du Congo s'est dotée d'un instrument important pour pouvoir encadrer et soutenir donc cette catégorie d'opérateurs en RDC. Et donc, en tant que régulateur aussi, en appuyant ou en voulant pousser les opérateurs qui œuvrent dans le numérique, le régulateur aussi a pris des dispositions ou des leviers de régulation pour pouvoir faciliter la démarche pour pouvoir obtenir leurs autorisations et donc pour mieux exercer dans leur secteur. Ça, c'est l'architecture qui se présente. En dehors de ces textes, il y a aussi des structures qui ont été mises en place par le gouvernement pour pouvoir appuyer tout entrepreneur, les jeunes entrepreneurs qui, au jour d'aujourd'hui, ils passent aussi par les startups. S'il y a un encadrement, ils peuvent bénéficier donc de ces structures qui ont été mises en place. Nous avons un fonds pour l'entrepreneuriat, nous avons des fonds qui appuient donc ces jeunes entrepreneurs. Et tout cela, ce sont des structures qui ont été mises en place pour pouvoir canaliser les énergies et tous les projets qui sont donc innovants au niveau du secteur du numérique. Si nous passons cette partie de cadre ainsi que de cadre légal et institutionnel, nous pouvons donc, nous allons maintenant vous présenter ici comment se présente le marché du numérique en République démocratique du Congo. En termes d'opérateurs, il convient de dire ici que la République démocratique du Congo, qui a plus de 120 millions d'habitants, a 4 grands opérateurs qui servent donc le marché au niveau de téléphonie mobile. Nous avons plus de 45 fournisseurs d'accès Internet, toutes technologies confondues là. Et nous avons des opérateurs des infrastructures, nous en avons 2. Nous avons des opérateurs des stations d'atterrage, 6 opérateurs de fibres optiques métropolitains, 3 opérateurs de tours et 91 opérateurs de valeur ajoutée, y compris donc les startups dans ces statistiques. C'est vrai, il y a des avancées par rapport au climat des affaires, et ce qui fait que vous avez les nombres croissants des opérateurs qui viennent investir en République démocratique du Congo. Le pays étant vaste, les défis sont énormes, les efforts sont toujours là. Le taux de pénétration aujourd'hui en termes d'Internet reste relativement faible si nous comparons ces taux par rapport à la moyenne africaine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la téléphonie mobile, nous avons 67% pour la DG, c'est vrai, il est plus supérieur par rapport à celui de l'Internet, mais par rapport à la moyenne africaine, elle est inférieure parce que la moyenne africaine est de 87%. Cela est aussi de même pour le taux de pénétration large bande. Donc la 3G, la 3G, la 4G et la 4G est de 34% inférieure à la moyenne de l'Afrique,
qui est de 51%. Mais nous pouvons quand même relever un fait ici, que les activités du numérique, et surtout en ce qui concerne le mobile money, est en croissance dans notre pays. Ça, donc, c'est une opportunité et les leviers sont là pour pouvoir booster ces secteurs d'activité au niveau du numérique. En termes d'infrastructure, nous pouvons donc dire ici que la connectivité demeure un défi majeur. Les infrastructures en fibre optique, dont le besoin dans le pays a été estimé à plus ou moins 50 000 km, au jour d'aujourd'hui, nous avons un taux de réalisation de 25%, et donc il y a un gap de 75 qui reste donc à couvrir et qui constitue donc un défi, mais un défi d'investissement, mais c'est une opportunité pour les investisseurs. Sur ce point, je voudrais donc informer les investisseurs potentiels dans le secteur de la fibre optique en République démocratique du Congo. Le gouvernement, avec les régulateurs, ayant réfléchi sur des stratégies pour pouvoir booster ces secteurs, a pu faire une réglementation souple en accordant des avantages aux opérateurs qui voudraient bien investir dans le secteur de la fibre optique. Donc, en République démocratique du Congo et surtout dans la partie de notre backbone national. Tous ceux-là qui voudraient bien venir investir dans la fibre optique, dans le backbone national, le tarif de la licence a été sensiblement réduit, mais on y a ajouté des obligations de la connectivité. Car vous le savez, la problématique de la connectivité est aujourd'hui quasiment impossible pour être réalisée par le seul gouvernement. Et donc, le gouvernement se met maintenant en phase avec les opérateurs, en laissant un peu la stratégie qui était avant, juste après la libéralisation du secteur, de pouvoir taxer la licence à un prix élevé, tout en oubliant qu'il fallait protéger, il fallait d'abord favoriser le déploiement du réseau et donc récupérer in fine par les taxes lorsque le réseau est implémenté et les services est donc offert. Donc, vu la problématique de la connectivité qui s'est posée, pour la couverture, la République démocratique du Congo a pu mettre en place des mesures qui aujourd'hui permettent à ce que les opérateurs obtiennent la licence, puissent déployer leur réseau à fibre optique et permettre à ce que le gouvernement puisse connecter les établissements publics, les hôpitaux, tout ce qui est le long de la pose de la fibre optique. Si vous trouvez donc des agglomérations avec des établissements publics, vous devez les connecter. C'est une des solutions pour le gouvernement de pouvoir assurer la connectivité au niveau des zones rurales et donc dans tous les territoires nationaux. Nous voyons que l'écosystème est aussi au jour d'aujourd'hui parsemé par le FinTech. Le FinTech est développé dans notre pays. D'abord, nous le retrouvons dans les banques. Il y a plusieurs banques qui sont chez nous et donc il y a plusieurs banques qui ont des solutions de FinTech et donc ça fait partie de l'ensemble de l'écosystème. Nous avons aussi les opérateurs qui sont dans le jeu des hasards, donc la loterie, qui font partie donc des opérateurs de cet écosystème et tous les autres opérateurs des applications de paiement. Donc, vous comprendrez ici que l'émergence de FinTech est bel et bien au niveau de la RDC. Il faut donc stimuler l'adoption du mobile money qui a un intérêt croissant pour les solutions numériques dans notre pays. Mais des défis subsistent en termes de réglementation et d'infrastructure. Le e-commerce et le service en ligne se développent dans notre pays, mais ils sont concentrés dans les grandes villes. À cela aussi, il faut une réglementation
adéquate pour assurer la sécurité des transactions et aussi la confiance des consommateurs. Il faut ajouter à cela aussi le défi logistique qui reste des obstacles à une croissance rapide donc des activités de e-commerce. Les start-up, qui font partie aussi des opérateurs de l'écosystème. Vous avez remarqué, il y a au moins 91 qui sont là, qui sont reconnus, mais il y en a d'autres qui doivent être reconnus et être encadrés. Déjà, il y a un effort, nous avons 91. Cet écosystème des start-up commence à se structurer avec des incubateurs et d'autres initiatives de soutien aux jeunes entrepreneurs dans le domaine du numérique, principalement à Kinshasa. Or, la République démocratique du Congo n'est pas seulement à Kinshasa. Donc, vous voyez que le champ de votre intervention pour pouvoir combler ces vides, pour pouvoir développer d'autres activités en République démocratique du Congo, le champ est vaste et donc les investisseurs, vous avez là les opportunités d'affaires en République démocratique du Congo. Après ce tableau qui vous présente un peu le potentiel que nous avons et ce qu'il y a comme défi, quelles sont les perspectives pour que la RDC puisse assurer le développement et la croissance du secteur du numérique? C'est vrai, l'écosystème numérique de la République démocratique du Congo offre des perspectives d'avenir considérables qui sont portées par plusieurs facteurs, dont notamment, on commence par la politique, il faut leur donner leur place. C'est d'abord la volonté du gouvernement de pouvoir développer le numérique. Notamment, cette volonté est traduite dans la stratégie qu'on appelle Congo Digital 2025, qui a été déjà là et dont la révision doit être faite, qui pourrait donc catalyser cette croissance. Le plan national du numérique, Horizon 2025, aujourd'hui, il y a un chantier pour un autre horizon. C'est ce qui traduit la volonté politique. En dehors de cette volonté politique, l'autre facteur qui sous-tend donc les perspectives pour la République démocratique du Congo, c'est le potentiel démographique et économique de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo, avec plus de 120 millions d'habitants, dont plus ou moins 70% sont des jeunes, c'est un élément important pour pouvoir faire face aux défis de la transformation numérique et aux défis donc du développement socio-économique de notre pays. Et donc, cela passe par une bonne politique dans la formation, tant au niveau primaire, secondaire, universitaire et aussi par d'autres formes de formation continue. En ce qui concerne le développement des infrastructures, il y a des perspectives parce qu'il y a des investissements qui sont en cours, dont le cordon a fait mention, je ne vais plus y revenir. L'essor de FinTech et de l'inclusion financière est déjà là. Le mobile money continuera donc de se développer et ce qui ouvre donc la voie d'autres services financiers numériques, favorisant ainsi l'inclusion financière d'une population encore largement non bancarisée. Donc là, ce sont des facteurs qui sous-tendent donc les perspectives d'avenir. La croissance du secteur des startups, les soutiens aux startups et à l'innovation numérique pourraient générer de nouvelles solutions et services adaptés aux besoins locaux, notamment dans des domaines comme l'agriculture, la santé et l'éducation. Ce sont des éléments d'avenir qui soutiennent donc l'avenir du numérique en République démocratique du Congo dans ces secteurs. Il y a aussi un autre facteur, c'est celui de l'adoption croissante de services en ligne. Il se dégage un constat dans notre société que beaucoup de gens aujourd'hui se dirigent vers les plateformes numériques pour avoir des services en ligne. Donc, il y a des perspectives pour développer donc ces services en ligne, mais il y aura donc des défis qui sont toujours là, on va en parler après.
Le tout dernier facteur qui sous-tend donc les perspectives d'avenir du numérique en RDC, c'est l'opportunité de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle vient aujourd'hui à notre secours et donc l'utilisation, la compréhension d'abord et l'utilisation de l'intelligence artificielle est un atout aujourd'hui pour la perspective du numérique en République démocratique du Congo. À cet effet, dans notre pays, nous avons déjà commencé à réfléchir pour avoir une stratégie nationale de l'intelligence artificielle en se basant ou en se fondant sur la stratégie de l'Union africaine en matière de l'intelligence artificielle. Qui parle d'intelligence artificielle parle de la souveraineté des données. Et donc, la problématique reste encore sur la souveraineté des données. Et même sur les solutions qui sont proposées. Dans cette stratégie, je pense, et c'est ce que nous pouvons partager, que la RDC a pris conscience qu'au jour d'aujourd'hui, on doit utiliser dans l'élaboration des stratégies toutes les notions d'espionnage. On ne met pas tout, mais on doit avoir certains éléments que nous devons mettre à l'écart et développer un pool des experts qui sont des stratèges en matière d'intelligence artificielle, fédérer les énergies pour pouvoir répondre à certains défis. Et cela peut se faire. C'est la volonté et la vision avec l'intelligence artificielle. La guerre que nous sommes victimes, on peut utiliser l'intelligence artificielle. C'est question de pouvoir s'asseoir, toutes les énergies ensemble, tous les experts de l'intelligence artificielle peuvent se mettre ensemble et voir comment utiliser l'IA pour pouvoir donc résoudre certains problèmes stratégiques. Voilà, ça, ce sont des facteurs qui sous-tendent donc l'avenir. Donc, il y a de l'espoir, il y a de l'avenir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a des défis énormes en termes de la réglementation, en termes d'accompagnement. Le taux est faible, tout est ceci. Pour notre part, la République démocratique du Congo, qui a, à travers le ministère des Postes et Télécommunications et Numériques, une vision du secteur qui veut faire de la RDC un hub numérique ou hub technologique performant au sein de l'Afrique. D'où le vaste projet que le pays a mis en place en termes à l'horizon 2030 avec l'accompagnement des partenaires, mais aussi des opérateurs privés et des opérateurs, des opérateurs nationaux ou des opérateurs publics. Pour d'abord arriver à résorber les gaps en termes de connectivité. Un projet de 1,4 milliard, c'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas suffisant par rapport à la taille, parce que ça ne couvre pas tous les besoins, et c'est là l'objet ou l'objectif de cette journée DRC Day, c'est de pouvoir s'adresser à vous, opérateurs potentiels, pour venir investir en République démocratique du Congo. Nous vous avons brossé les perspectives, ce qui sous-tendent cette perspective. Le climat des affaires est là, favorable pour vous accompagner. La création d'entreprises, ça ne prend plus des mois ou des années. Aujourd'hui, c'est dans quelques jours, vous avez votre entreprise dans la poche. Et donc, notre écrit, pour terminer, avec notre exposé, nous pouvons donc conclure que l'écosystème numérique de la RDC est à un tournant décisif. Avec les bonnes politiques et les meilleures pratiques, les investissements adéquats et un environnement réglementaire favorable sont déjà là. Le pays a le potentiel de rattraper son retard et de bénéficier pleinement des opportunités offertes par la transformation numérique pour son développement économique et social. L'appel est donc lancé à tous les investisseurs potentiels à venir scruter les opportunités d'affaires en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention.
grand merci à Monsieur Bruno Yuma de la RPTC pour nous avoir donné un peu une idée sur ce que sont les défis, mais aussi les perspectives de l'écosystème numérique en République démocratique du Congo. Nous allons passer à la troisième keynote. Dans le plan national du numérique avait identifié 4 piliers stratégiques, d'orientation stratégique. D'une part, la gouvernance, la régulation, d'autre part, les applications, les usages applicatifs, si je peux le dire ainsi, et les contenus, naturellement. Et le 4e pilier, ce sont les infrastructures. Il faut absolument assurer des infrastructures avec large bande, mais aussi des centres de données. On a donc le privilège d'avoir avec nous aujourd'hui l'un des data centers déjà opérationnels en République démocratique du Congo. Nous en avons 2 au jour d'aujourd'hui, de niveau 3, des data centers de niveau 3. Et on a donc le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui le directeur général de Open Access RDC, qui va donc intervenir et nous parler un peu du business model des data centers des secteurs privés. J'invite donc avec grand plaisir Monsieur Mohamed Bourelal, directeur général de Open Access, pour sa keynote, sous vos encouragements. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs pour cette invitation et aussi l'RPTC pour nous avoir mis dans le wagon qui a traversé le fleuve. Donc, mon nom est Mohamed Bourelal. J'aimerais toujours dire je suis algérien, j'habite à Dubaï et je travaille au Congo-Kinshasa. Je ne vais pas vous dire mon âge comme M. Meguicha, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Donc, je voudrais uniquement, je pense que nos collègues vous ont bien présenté ce qui se passe en RDC. Il y a beaucoup de défis, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités. Et c'est ces opportunités que notre groupe WAIOC a pris et a décidé d'investir en RDC. Parce que la RDC, si vous voulez, c'est l'avenir. Quand on regarde, c'est un pays qui a 2,3 millions de kilomètres carrés, qui a à peu près 115 millions d'habitants et 75% sont des jeunes. Donc l'avenir est là. Ça, c'est un des premiers critères pour sa situation aussi géographique qui est entourée de 9 pays qui sont autour. Donc notre groupe WAIOC, déjà pour vous expliquer un peu ce que nous faisons et pourquoi nous avons choisi la RDC et ce qu'on fait en RDC, par exemple. Le groupe WAIOC, c'est le West Indian Ocean Cable Company. Cette compagnie a été créée en 2008 sur la base d'un câble sous-marin qui s'appelle EASY. EASY. Voilà, donc... est-ce que je peux utiliser ça? C'est où là? C'est de l'autre côté. Il faut vraiment le prendre vers ça. Là, d'accord. C'est bon. Donc, oui. Un micro comme ça, vous approchez là, vous pouvez marcher. Il n'y a pas de problème. Donc le groupe WAIOC, donc il a commencé avec le câble sous-marin et donc nous sommes un groupe totalement africain. 10 opérateurs sont des shareholders. Parmi eux, il y a Djibouti Telecom, Burundi Telecom, beaucoup d'autres, Botswana Telecom, qui ont été l'initiative du câble sous-marin de Eastern African System qui était au Kenya. Et comme on appelait le Kenya en 2005, the missing link. Il y avait 0 câble sous-marin au Kenya. Ça, c'était un des premiers avec l'autre câble. Donc, à partir de ça, le WAIOC
a grandi et maintenant fait partie de plusieurs consortiums. C'est nous qui avons la station d'atterrage de Meta, qui est tout Africa en Afrique du Sud. C'est nous aussi, nous avons la station d'atterrage. Nous avons aussi la station d'atterrage. Non, ça va, vas-y. C'est bon? OK. Juste une seconde. Oui. Juste une seconde. Nous avons des invités anglophones que nous avons complètement oubliés et qui sont complètement perdus. Alors, je vais appeler rapidement Madame qui nous a aidés hier pour la traduction. Ah non, ok, on me dit, d'accord, il y a quelqu'un qui va traduire là. Apologies for all the Anglophone people. We completely forgot about you, especially dear ma'am, sorry about that. I'm going to make sure while I present that I introduce in English as well, but we are going to have someone who will translate. Apologies for that. Mohamed, s'il te plaît, je t'en prie. D'accord. Donc, je vous disais, donc, nous étions spécialisés dans les câbles sous-marins, donc on a acheté la capacité, mais pour amener cette capacité de la plage vers l'intérieur, donc nous étions obligés de considérer de faire la fibre optique et de faire les backbones. So we are supposed to consider the fiber cable for the ensuring the traffic. Pardon? Non, je vais traduire moi-même. Okay, it's okay. Donc, like I said, we are a group that is specialized in submarine cables. We started our activity in 2008, and then we moved to backbone by deploying fiber optic on national and on the ground. Why? To bring the capacity from the shore to inside the cities. Donc, pour cela, nous avons développé, si vous voulez, la partie fibre. Et donc, après, on a aussi ajouté la partie data center. After that, we saw that there is a need to connect the data centers. Why? The data centers, once you are building the data centers, you need to have connectivity, and connectivity is very important. You can have the best data center, tier 3, ISO 2701 to PCP, all what we have now, but if you are not connected, your customer now have problems. Donc, c'est pour cela que nous avons créé en 2018 la partie Open Access Data Center. We have created Open Access Data Center in 2018. Open access because we're just hosting, we don't do anything else but hosting, and to enable the people to come and host their equipment. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a 5 data centers en Afrique du Sud. Nous avons un au Nigeria et le dernier, c'est celui qui est au niveau de la RDC. We have 6 data centers, 5 in South Africa, 1 in Nigeria, and 1 in also in DRC. Comme vous voyez, pour faire un data center, pour le choix, pourquoi on a celui du Nigeria, c'est 24 mégawatts. Celui de la RDC est de 2 mégawatts. Parce qu'au niveau de la RDC, c'est un grand pays. Donc, nous pensons faire plusieurs data centers de 2 mégawatts au lieu d'avoir un seul. Donc, that's it. So, we have to adapt to the condition of the countries. Like in Nigeria, we're doing 24 megawatt data center because Nigeria is small and 200 million, and there's a facility for the connectivity. For DRC, we have chosen to make only 2 megawatt because we want to do more than one. We can do in different big cities. Donc voilà, donc nous, notre contribution, c'est quoi? Vous avez vu, on vous a expliqué tout ce qu'on voulait faire au Congo, mais qu'est-ce qu'il va faire sur le terrain? Donc nous avons besoin maintenant, on demande aux banques de rapatrier leurs informations au niveau du pays, il faut des data centers. C'est là, nous, on intervient. Donc on a construit le data center sur les normes Tier 3, parce que c'est pas uniquement qu'on fait, on ramène un data center, il y a le 1, le 2, le 3, c'est le minimum, un Tier 3 pour assurer ça. Le deuxième, il faut avoir des normes
pour ça. Et pourquoi des normes? Ça sert à deux choses, d'après mon expérience. La première, c'est de certifier, de donner un peu confiance aux clients, mais la plus importante, c'est de créer les process de travail pour les employés. Parce qu'en Afrique, chez nous, on a un besoin d'expertise. Nous avons beaucoup d'expertise à l'étranger, mais chez nous, nous n'avons pas, les gars, ils ne sont pas chez nous, malheureusement, c'est le fruit du cerveau qu'on a. Donc, in order, like I said, for the data center to create the conditions for the government to implement the rules. If we are asking the people to bring in the information inside the country, we have to create the conditions. And the conditions are good data center with the certification from the ISOs or from others. Est-ce que vous pouvez tourner sur la partie ISO? Allez-y. Allez-y, allez-y. Encore. OK, encore. Voilà, donc ici, here you can see, vous voyez les différentes certifications que notre data center a pour accéder. Donc ça, c'est ce qu'on a créé cette condition. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut créer aussi? Il faut créer l'écosystème. Si les clients vont venir chez vous, s'ils veulent migrer, ils ne savent pas. Il faut leur des gens pour les aider. Il faut des intégrateurs, etc. C'est pour cela ce qu'on a fait. On a essayé de trouver des partenaires locaux qui viennent être approuvés par nos services techniques qui sont au niveau de l'Afrique du Sud du groupe pour que eux, ils sont là pour aider ceux qui veulent voulaient migrer de là où ils sont vers notre data center. So we have, besides building a data center with a lot of the conditions of a data center and the norms, we need to create the ecosystem. So one of the issues we are having is that we are not servicing, putting all the service, we are bringing in integrators that can help certifying them, that they can help our customers. C'est la même chose qu'on fait avec la partie connectivité. Dans un data center, il y a 4 ou 5 grands éléments qu'il faut prendre en considération. La première, c'est la partie sécurité. Donc, il y a la partie sécurité physique, il y a l'autre, il y a les CCTV, etc. Dans notre data center, nous avons 7 niveaux de sécurité d'accès qui sont avec le business continuité et aussi avec l'ISO 27001 qui fait pour le contrôle d'accès. Une fois que vous avez les clients, vous avez quelqu'un qui va les ramener chez vous, va les faire la migration. Voici ce qu'il faut faire. Des gens qui ne peuvent pas ramener leur serveur. Il y a beaucoup de gens qui sont hostés en Amazon aux États-Unis, en Angleterre, je ne sais pas, en Europe. Pour venir, ils ne peuvent pas venir et acheter des équipements, prendre des racks et travailler. Ils ont besoin d'un service provider cloud. Et donc, notre deuxième challenge et défi, c'est nous sommes en train de ramener des gens pour offrir les services cloud à l'intérieur. Donc, the other things to do to part of the ecosystem is to have cloud service provider. Because as we told you, we're an open access data center. We don't do anything else because this taking care of the business of managing the data center. We are like a hotel when you come and we offer all the services. So we have to find service provider. And we have already in our data center, I can tell you because this is public information in the press release, we have Le Numérique, it's a cloud provider that is in France working for 15 years, and these are our Congolese people who were in France for many years, and then they are coming back and they are opening in our data center and offering the same services they are offering in France. The second one I can tell you, because it's official, it is public now, is ST Digital, qui sont au Cameroun, etc. Donc, for this we have also looked for people who can offer cloud service providers, and we have tried to find those who have expertise. And one of those who are officially public information is Le Numérique from France. Even some people from here that are participating at this event.
and they have been doing this service in France for 15 years, and now they are located in our data center and offering the same services that they are doing in France, like medical hosting for this, to cater to those who wants to do this. I was talking to a CEO of an insurance company, small, he said, Mohamed, I'm in Lyon, but I want to come here, but I don't know to buy servers. I need somebody to give me the service, I'll pay. So these people are the one who will pay for them. Donc, comme je disais, il y a pas longtemps, je discutais avec un directeur d'une assurance, il dit, moi, je veux bien venir, etc., mais je ne veux pas acheter des serveurs, prendre des gages, moi, je veux quelqu'un qui me donne le service, et c'est tout. Et donc, c'est pour ça que nous avons ramené ces gens. Donc, maintenant, nous travaillons dans le troisième niveau, c'est la partie de la cybersécurité et la certification. C'est là où on va travailler avec les autorités locales pour voir, pour un cloud service, quels sont les logiciels, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour que l'information, elle est rapatriée dans un lieu sûr, mais aussi surveillé. Ça, c'est très important, parce qu'on ne peut pas appliquer uniquement, parce que pour des gens, nous avons su ramener des banques chez nous. Je peux vous dire ça aussi comme la Robank, la plus grande banque au Congo, elle est abritée chez nous. Et donc, pour les ramener là, il y avait des consultants qui sont venus, etc., etc. Donc voilà à peu près la problématique qui se pose chez nous. Nous, on veut créer ce qu'on appelait au niveau de l'ADC le cloud souverain. Et le cloud souverain, les data centers jouent un grand rôle et eux, ils doivent héberger tous ces gens, ils vont travailler ensemble. Donc, on travaille avec les différents organismes de l'État pour coordonner, pour faire la partie opérationnelle sur le terrain. Donc, as I said, we are working with the local authorities to make sure that different certification or authorization are given to those who can provide cloud services intelligently and then with the security. So we don't need only to bring the information locally and create the sovereign cloud, but also to create the conditions and the security for the information. OK, now on a parlé. Maintenant, il y a la partie connectivité. On avait dit l'un des plus grands challenges, c'est celui de la connectivité. Comme on disait, le Congo, il a 2,300 km² de trucs, c'est énorme. Vous savez que moi, je travaille au Tissalat de Groupe aux Émirats. Les Émirats, il y a 2,5 millions de kilomètres de câbles à l'intérieur des Émirats. Donc, pour le Congo, on aura besoin peut-être de 300 000 à 500 000 kilomètres de câbles pour connecter. Donc, ce qu'on a fait, le groupe, puisque nous sommes dans les data centers et nous sommes dans les câbles sous-marins et nous sommes dans la fibre, nous avons créé la compagnie qui s'appelle Wayok DRC. Elle va offrir, quand le tout Africa va arriver à être fonctionnel parce qu'il est déjà au niveau de Moanda, on va ramener, si vous voulez, cet Internet à l'intérieur du pays. C'est le backbone. Donc, pour cela, on travaille avec beaucoup d'autres. On travaille avec nos collègues qui sont dans la SCTP pour travailler ensemble sur l'infrastructure qu'ils ont, etc., pour ne pas réinventer la roue. Et nous travaillons avec d'autres pour la partie métro. Nous avons ce qu'on appelle les Open Access Metro Services. Ça, c'est un projet. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, pour vendre notre capacité, on a beaucoup de capacités. Pour vendre notre capacité, nous avons une licence pour vendre la capacité en wholesale. Mais vous ne pouvez pas vendre le wholesale, vous dépendez des autres qui font le retail. Donc, just to go back to the connectivity, we have we have a data center, certified, everything. Now we need connectivity, international connectivity, local connectivity, and national connectivity. So for the international connectivity, we don't have a problem. We are with to Africa, we are with Google, we have all this WACS, we have capacity, etc. So what we are trying to do is bring this connectivity and develop it, and we have created a company called Wayok DRC. Donc, pour ça, pratiquement, pour vous montrer, donc ce qu'on va faire, je vais résumer très rapidement parce qu'on me dit que vous avez 5 minutes left. I still have 5 minutes, so I'm just going to be very brief now.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je suis à votre disposition avec l'équipe qui est là. Nous sommes 3. Il y a Madame Huguette qui est la directrice du marketing et des communications. Madame Fallon, c'est la directrice des ventes. Nous sommes là. Nous avons ici au niveau du stand de ça notre truc et on peut vous donner plus d'informations. Donc, ça c'est un peu de la connectivité. Donc, le Congo, c'est le nombre. Donc, il faut créer notre projet Roam Open Access Metro Activity Services c'est tout pour faciliter aux ASP. Vous savez, avec l'avènement des technologies, l'avènement de Starlink, de OneWeb, de Amazon, tout ça qui vont venir, ça va faire beaucoup de pression sur les petits ASP qui sont là. Donc, nous, ce qu'on propose d'utiliser ce cadre pour fournir, si vous voulez, le wholesale et fournir même l'infrastructure. Nous sommes en discussion avec Monsieur le Président de l'ARPTC pour voir les licences nécessaires, parce que avoir un FTTH, c'est les deux, donc on ne peut pas faire le retail, le poste. Donc, ce que je voulais signaler avant de terminer, c'est vous dire qu'il y a beaucoup de challenges au niveau du pays, mais nous avons reçu beaucoup d'aide. Nous avons reçu l'aide de, je vais citer l'ANAPI, l'Agence nationale de la promotion des investissements, qui nous a aidés pour tout ce qui est taxes, etc., etc. Nous avons tout obtenu ce qu'on a demandé. Nous avons aussi eu beaucoup de l'ADN, l'ARPTC. Ils sont même venus quand on était en construction. Nous avons construit le data center ensemble. Nous sommes très contents. Donc, moi, je dis, si les investisseurs viennent et travaillent et montrent de la bonne volonté et qu'ils sont sérieux, je pense qu'ils peuvent obtenir toute l'aide. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui parlent beaucoup. C'est pour ça qu'on n'entend pas et c'est nous qui payons les pots cassés. Donc, je vous remercie beaucoup une fois. Et so, just to close for those Anglophone colleagues, I'm saying that before I close, because I have 5 minutes, I just want to tell you that although it's very difficult to work in DRC, but you get all the support if you are serious investors. I can say we received all the tax exemption, different things from ANAPI, which is the agency that promote innovations. We have even won award at Abu Dhabi as the best project done by ANAPI and Dexis. And then we have the support from ADN, from RTC. As I said, they were with us. They can even show you their photos with the when we were just doing the building. So I just want to thank everybody for you, and we tell you we're at the stand, and you can come visit, and you can just approach me to give you some information if you want to invest or you want to do anything else. Thank you for your time, gentlemen, ladies and gentlemen. Merci énormément à Monsieur Mohamed Bouhelal. Je rappelle qu'il est directeur général donc, de Open Access au niveau de la République démocratique du Congo. Est-ce que les collaborateurs de Monsieur Mohamed, les collaboratrices de Monsieur Mohamed sont dans la salle? Si vous pouvez vous lever pour que les gens vous identifient. Il y a un stand de Open Access. Voilà, Monsieur Mohamed est là, Madame est là. Si vous pouvez avoir un peu plus de détails sur ce que fait Open Access, libre à vous de les contacter. On va légèrement bousculer le programme parce qu'on me signale que dans une dizaine, quinzaine de minutes tout au plus, il va falloir que l'on se déplace vers l'auditorium, la grande salle, pour l'ouverture officielle du salon Oziane. Il était question que l'on passe au premier panel, d'ailleurs, faisant suite à l'intervention de Monsieur Mohamed. Il était question que l'on passe un petit temps pour discuter avec certains experts. On va mettre ce panel après l'ouverture officielle. On va plutôt prendre maintenant une keynote qui va nous prendre une dizaine de minutes. Après la keynote, on prendra un break pour se préparer à aller vers la grande salle pour la cérémonie d'ouverture officielle. Donc je me permets donc d'inviter
Monsieur Nico Chintou. Monsieur Nico Chintou est donc le directeur des opérations de l'Association des fournisseurs d'accès à Internet en République démocratique du Congo, qui va nous faire une keynote speech sur les points d'échange en RDC. Monsieur Chintou, je vous en prie. Merci à Osiane de nous avoir associés à cet événement aussi important, surtout pour la région Afrique centrale et pour l'Afrique de manière générale. On va essayer de partager avec vous l'expérience de déploiement des points d'échange en République démocratique du Congo. En attendant que la technique soit prête, nous allons définir un peu les cadres. Nous allons parler d'un point d'échange Internet. C'est quoi un point d'échange Internet? C'est une infrastructure qui interconnecte les réseaux Internet, afin que ces réseaux puissent échanger les trafics localement dans le but de pouvoir améliorer la qualité des services. Je ne sais pas si la technique peut être prête. Et l'importance d'avoir un point d'échange Internet dans une communauté est de pouvoir optimiser la latence, de pouvoir permettre à ce que les trafics locaux restent locaux, de pouvoir permettre à ce que les opérateurs puissent optimiser aussi les coûts et de pouvoir permettre à ce que, voilà, on y est. Next. Voilà, c'est d'optimiser le trafic mondial, c'est-à-dire que si vous avez un point d'échange Internet, le trafic qui pouvait voyager à travers le monde pour servir la communauté restera dans la communauté. Et aussi, la latence, pour ceux qui ne savent pas la latence, c'est quand vous faites une requête sur Internet, la réponse vous revient rapidement. Et aussi, la bande passante internationale est optimisée et les services sont de qualité. Les suivants. Et dans le fonctionnement de points d'échange, nous avons 3 modèles. Il y a des points d'échange qui sont gérés par l'Association des fournisseurs de services d'accès Internet. Souvent, ce sont des points d'échange neutres et tous les membres sont sociétaires. Et dans ces points d'échange, la transparence intéresse tout le monde. Il y a d'autres points d'échange qui sont sponsorisés. Et ces points d'échange-là, souvent, c'est les gouvernements qui sponsorisent et qui donnent la gestion ou bien qui accordent la gestion soit à une autre institution publique, comme le régulateur, les universités, et aussi peut donner à une autre organisation non gouvernementale qui a vocation de pouvoir promouvoir l'Internet. Et après, nous avons les points d'échange commerciaux qui en réalité ne sont pas de vrais points d'échange parce que eux, ils opèrent dans la couche 3 et ils mènent des activités comme la vente des transits et ils sont visibles sur Internet. Ici, je dois revenir, quand on parle de visible sur Internet, un point d'échange n'est pas visible sur Internet, il est visible en local. C'est-à-dire son AS number qui l'identifie, on ne peut pas le voir par les gens qui sont dans une autre zone. C'est seulement au niveau local. On peut passer. Et qui sont les acteurs de points d'échange? De manière traditionnelle, ce sont les ISP, les fournisseurs d'accès Internet. Et ces fournisseurs d'accès Internet ont d'autres acteurs qui interagissent avec eux pour constituer ce qu'on appelle l'écosystème de peering. Et parmi eux, nous avons des data centers, nous avons des fournisseurs de contenus, nous avons des transporteurs numériques. Tous ces gens, c'est
interagissent entre eux pour créer ce qu'on appelle l'écosystème de peering. Ici, le peering, c'est l'échange de trafic de manière gratuite entre les opérateurs. Et dans la vision du monde, nous avons deux catégories d'écosystèmes de peering. Il y a les écosystèmes matures, c'est-à-dire dans un écosystème où nous avons beaucoup plus de fournisseurs d'accès Internet, nous avons des infrastructures de transport adéquates, nous avons du contenu, nous avons un régulateur qui est à la page et qui joue son rôle, et nous avons une forte demande sur le marché. Mais par contre, nous avons une autre catégorie, la deuxième catégorie, d'écosystèmes non matures. Et c'est beaucoup plus les écosystèmes qu'on trouve en Afrique, où il y a peu de fournisseurs de services Internet, il y a une faible bande passante qui circule dans ces pays-là, l'infrastructure de transport est presque inexistante, les contenus, n'en parlons pas, parce que vous savez, par exemple, dans nos pays d'Afrique, tous nos contenus sont hébergés à l'extérieur et en local, il n'y a pas de contenu. Et dans un environnement comme ça, il est difficile qu'un point d'échange puisse jouer son rôle. En même temps, il sera point d'échange et pour qu'il joue son rôle, il doit ajouter un autre rôle, c'est-à-dire être catalyseur, aller vers les autres acteurs de l'écosystème de peering, afin que, dès qu'ils vont croître, le point d'échange pourra pérenniser son fonctionnement. On peut passer? Et voilà, là vous avez eu les accès, vous avez eu l'aspect de manière générale de ce que c'est un point d'échange, mais pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, vous avez le point d'échange qui est, on appelle RDCX, c'est en réalité un projet, un programme de l'Association des fournisseurs de services d'accès Internet qui vise à doter la République démocratique du Congo de plusieurs points d'échange de niveau 2. Mais actuellement, nous en avons 3 qui sont Kinix à Kinshasa et Lubix à Lubumbashi, un peu vers le sud du pays, à 2000 km de Kinshasa, et Gomix à Goma, à l'est du pays, pratiquement à la même distance avec la ville de Kinshasa. Mais ces points d'échange sont initiés par l'Association des fournisseurs de services d'accès Internet. Nous allons nous arrêter un peu pour savoir qu'est-ce que ISPA. ISPA, c'est l'Association des fournisseurs de services d'accès Internet qui a comme mission de défendre les intérêts des fournisseurs d'accès Internet et aussi de contribuer au développement de l'industrie numérique en RDC. Les activités de ISPA sont regroupées en 4 axes que nous appelons programmes. Nous avons le programme de mise à niveau où nous nous forçons à ce qu'on puisse lever le niveau de nos IT et des autres managers dans le secteur. Il y a un autre programme, c'est le programme de la production et de l'hébergement du contenu. Dans ce programme, nous travaillons avec le potentiel fournisseur de contenu et nous leur permettons à pouvoir... Oh là là, 5 minutes, ça ne suffira pas. Excusez-moi, parce que j'ai beaucoup à dire. Alors, nous avons un autre programme de sensibilisation à l'usage de l'Internet et bien sûr le programme clé qui est le RDCX. On peut passer? Mais RDCX a une histoire. C'est un programme qu'on a commencé en 2003 dans une expérience qui n'a pas fait longtemps. Et cette expérience de premier point d'échange n'a duré que 6 mois. Et 6 mois après, le point d'échange a été aux arrêts. Pourquoi? Parce que les opérateurs qui sont censés être connectés sur le point d'échange ne trouvaient pas d'intérêt. Premièrement, et aussi, le point d'échange, tel que vous le voyez, était sur une table accordée par un opérateur, ce qui fait que le point d'échange ne se trouvait pas, ne répondait pas aux critères d'être dans un endroit neutre. Et aussi, il y avait manque de connaissances sur les protocoles de routage sur un point d'échange. Et je vous dirais que cette première phase de point d'échange
a précédé même la création de l'association des fournisseurs de services d'accès Internet. C'est-à-dire, le point d'échange a été réalisé et l'association est venue après. Mais comme les gens ne se parlaient pas et comme les gens ne se connaissaient pas, 6 mois après, ça a été aux arrêts. On peut passer. Et vous allez voir que de 2003 à 2006, on ne parlait plus de point d'échange en République démocratique du Congo. C'est en 2006 que les opérateurs ont commencé à se concerter. Ils ont appliqué un peu ce qu'on appelle le marketing social, afin de pouvoir changer de comportement. Ils se sont sensibilisés. Ils sont allés même vers le décideur politique. Et là, on a visité le régulateur et même les noms des RDCX, c'est le régulateur qui a donné ça à ISPA. ISPA, quand il est allé voir les régulateurs, c'était pour présenter les projets Kinix. Arrivé, je crois, dans cette région, le président était vice-président de la régulation et le président nous posera la question. Pourquoi vous parlez de Kinix, pourtant le Congo est grand, et ne pas parler de RDCX? Nous sommes rentrés, nous avons revu nos notes et nous sommes revenus avec le projet RDCX aujourd'hui qui a 3 points d'échange et qui nous donnera d'autres points d'échange. Et c'est après les concertations, ainsi de suite. On peut passer, parce que le temps là, il y a d'autres histoires. Et voilà, en 2012, nous arrivons à cette réalisation du premier point d'échange, comme vous le remarquez, qu'un seul rack, dans un local où vous n'avez que ces combien-là, à peu près 3 mètres sur 2 mètres, un tout petit local, et nous avons démarré. Ce point d'échange a fonctionné sans redondance électrique, sans redondance dans le froid, et à tout moment, il coupait, mais il y avait une volonté de pouvoir mieux faire. On peut avancer. Et dans cette volonté, voilà actuellement, depuis 2012, ça représente ce que vous voyez devant vous, et il est parmi, je peux dire, c'est le leader en Afrique centrale, le leader en Afrique francophone, et il est deuxième en Afrique australe et deuxième en Afrique de l'Est. Aujourd'hui, c'est une référence. Et c'est là, par la volonté des opérateurs et l'accompagnement, et surtout, j'insiste, du régulateur congolais. On peut passer? Et chaque point d'échange, comme vous le voyez, a sa spécificité. Kinix, lui, au début, il a été pris en charge par l'association. Vous allez voir, depuis son lancement, c'est 18 mois après qu'il a commencé à se prendre en charge. Mais par contre, l'UBIX a commencé à être pris en charge par lui-même. Pourquoi? Parce qu'au lancement de Kinix, on n'avait pas de partenaires extérieurs. Nous étions seuls et il a fallu encore utiliser ce marketing social pour pouvoir convaincre les fournisseurs de contenus comme Google, Facebook, de pouvoir venir sur le point d'échange. Mais par contre, Lubumbashi, ce sont maintenant des partenaires des CDN qui nous ont poussé d'aller à Lubumbashi. Et je vous surprendrai, leurs équipements sont arrivés avant même qu'on ait un endroit où mettre le point d'échange. Ils nous avaient déjà fait. Et pareil à Goma aussi. Entre-temps, aujourd'hui, ils nous poussent d'aller dans d'autres villes, comme Bunia, comme Mbujimai et comme Kananga. Mais nous, avant d'y aller, nous allons mener une étude, voir si tous les éléments sont rassemblés pour pouvoir déployer un point d'échange. Et voilà, de manière un peu générale, de quoi vit le point d'échange en RDC. Il vit des cotisations des membres, je venais de vous le dire. Il vit des dons et des legs. Nous avons des partenaires comme Internet Society qui nous a donné des... Il peut aussi vivre des subventions. Malheureusement, jusqu'à nous n'avons pas encore reçu les subventions. Et je n'accuse pas notre régulateur, il est disposé à le faire. Et il vit aussi de l'occupation des ports. L'occupation des ports, c'est-à-dire que chaque fois qu'un opérateur se connecte à un port,
ils payent un forfait. Et le point d'échange de Kinshasa vit aussi des prestations de services. C'est-à-dire nous pouvons être consultés par le gouvernement et nous avons travaillé avec le régulateur. Nous avons travaillé avec notre agence de développement pour le numérique. Et après, il vit aussi de ce que nous appelons les frais administratifs. Ces frais, nous les prélevons sur la bande passante que nous achetons pour pouvoir remplir les caches sur le point d'échange. C'est un modèle aujourd'hui qui est une référence pour le développement des points d'échange en Afrique. On peut passer? Et après, de manière un peu concrète, les actions que ISPA mène, ce sont les actions dont l'impact retour permet au point d'échange de se connecter. Vous allez voir qu'au niveau de mise à niveau, nous avons déjà eu à former 120 ingénieurs sur le protocole BGP, 52 ingénieurs sur la bande passante et 45 ingénieurs sur la bande passante et l'écosystème. D'autres trucs nous avons fait, là je ne sais pas trop bien voir, je ne porte pas mes lunettes. Nous avons fait aussi une formation sur l'immigration de IPv4 vers IPv6. Et quand nous faisons ces informations et ces formations, ce n'est pas seulement le membre ISPA. Nous associons nos partenaires de l'État congolais, c'est-à-dire le régulateur, le ministère. Et parce que nous voulons que tous nous ayons le même entendement des choses pour que nous puissions regarder dans la même direction. Et après, il y a un autre projet pour la production du contenu local. Dans ces projets, en quelque sorte, on ne peut pas parler du développement de l'Internet quand on ne maîtrise pas la gestion des adresses IP. Et nous avons travaillé avec quelques entreprises pour qu'elles puissent avoir leur propre adresse IP, afin qu'on crée les contenus et que nos contenus soient hébergés en local. C'est ainsi que nous avons travaillé avec la Banque centrale du Congo. Dernièrement, nous avons travaillé avec notre régulateur, qui est notre partenaire. Et aujourd'hui, je crois, demain, le régulateur aura ses propres ressources. Il y a d'autres sociétés privées comme Info7, comme Med6, comme Hologram, qui sont des potentiels fournisseurs de contenus. On travaille avec eux. Là, nous sommes dans une expérience de la télévision IP. Et nous sommes en train de travailler avec la société BlueSat, qui émet une télévision sur Internet à partir de Kinshasa. C'est une très bonne expérience et ils sont en train de se déployer maintenant vers Lubumbashi. Et après, nous avons fait un travail qui est très considérable, c'est d'attirer d'autres partenaires de l'écosystème. Aujourd'hui, on parle des data centers, mais nous avons été aussi parmi les acteurs qui ont fait que les data centers viennent. Comment? Nous avons travaillé avec Meta. À un certain moment, Meta dit: j'ai vu le trafic qui évolue sur les points d'échange de Kinshasa, je veux maintenant en RDC avec une présence physique. Et en venant en RDC avec une présence physique, ça a alerté les investisseurs qui, à leur tour maintenant, sont venus pour précéder, afin d'avoir le marché de Meta. Parce que si Meta vient dans un pays, c'est avec plus de 100 racks. Et les data centers ont suivi les pas. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons comme travail, c'est pour attirer les autres partenaires ou bien les autres acteurs de l'écosystème à venir, afin que l'écosystème de pairing en RDC puisse accroître. On peut passer? Et voilà ce que je venais vous dire tout à l'heure. Nous sommes maintenant sous pression de nos partenaires qui veulent qu'on crée d'autres points d'échange. Et sur ce point-là, nous serons le premier pays francophone à avoir autant de points d'échange et dans des différentes villes. Soit ça sera à Bunia, qu'on appellera Bunix, ça sera à Kananga, qu'on appellera Kanangiste, ou à Mbujimai, qu'on appellera Mbujix. Voilà au moins ce que j'avais à partager avec vous comme expérience sur le déploiement de points d'échange en République démocratique du Congo, et je vous remercie.
Remerciements encore à Monsieur Chintu. Merci pour cette présentation. On vous a mis beaucoup de pression sur le temps. Désolé pour ça. Par contre, encore une fois, pour ceux qui auront des questions sur ce sujet, Monsieur Chintu est disponible toute la journée sur le stand de la RDC. Pour ceux qui voudront en savoir un peu plus, n'hésitez pas. On va devoir y aller dans la grande salle des congrès pour la cérémonie d'ouverture officielle de ce salon et nous reviendrons donc ici après la cérémonie officielle d'ouverture. Ladies and gentlemen, we are stopping right now here and let's move to the Congress room. We're going to be starting the official opening of OCEAN. So let's have you back here right after it. Merci beaucoup.